Les Grands Lacs sont une partie magnifique et mystérieuse des États-Unis. Ils me sont personnellement très proches car j'ai gardé de très bons souvenirs avec ma famille. Aujourd'hui encore, j'aime les paysages magnifiques et le ciel sans fin, mais je les vois un peu différemment qu'à l'époque où j'étais enfant. Bienvenue sur Mind Unveiled. Il y a quelques années, mon autre grand-père m'a raconté qu'à l'époque, ils attachaient leur bateau à une pierre ressemblant à un obélisque qui émergeait de l'eau lorsque le niveau de celle-ci était suffisamment bas. Cela m'a fait penser qu'il se passait peut-être plus de choses sous l'eau que je ne le pensais. On nous dit qu'il y a environ 20 000 ans, le climat s'est réchauffé, les nappes glaciaires se sont retirées, l'eau a fondu et a rempli les bassins formant les grands lacs. Bien sûr, il s'agit de l'histoire officielle. Dans la dernière vidéo sur Chicago, de nombreuses personnes nous ont demandé « Et les lacs? Les lacs ne sont pas là, ce n'est donc pas vrai ?» Eh bien, gardons à l'esprit la raison d'être de la cartographie, la précision. Ces cartes étaient littéralement utilisées pour la navigation. Il est donc crucial d'avoir des cartes exactes. Avant les années 1600, il existait donc des cartes claires sur lesquelles les grands lacs étaient absents, notamment la carte de Mercator datant de 1569. Remarquez également que la Californie n'est pas encore représentée comme une île. À l'aube des années 1600, nous assistons à de grands changements. Tout d'abord, il y a eu de nombreux tremblements de terre à cette époque. L'un des plus importants que nous connaissons est le tremblement de terre de Charlevoix de 1663, dont l'intensité perçue était de X ou extrême sur l'échelle d'intensité de Mercalli. Ils nous disent même que cet événement était très similaire au tremblement de terre de New Madrid. Mais le tremblement de terre de 1663 s'est produit dans la région des Grands Lacs. Bizarrement, c'est aussi au cours des années 1600 que le calendrier julien a été abandonné. Nous commençons à voir plus de lacs. Il manque encore quelques éléments et les cartes sont toujours différentes car la Californie est maintenant une île. Mais nous pouvons commencer à voir qu'il y a des changements dans le paysage. Regardez les détails et toutes les villes autour de l'île de Californie. Vous pensez vraiment que c'est une erreur? Et pourquoi le lac Michigan s'appelle-t-il le lac Illinois? Ok, nous commençons à avancer au XVIIIe siècle. Et ici, en 1750, ils considèrent toujours la Californie comme une île. Mais ils nous disent qu'ils étaient trop stupides pour se rendre compte que ce n'était pas le cas. Si on examine la carte des Grands Lacs dressée par Belin en 1775, on constate que certaines îles représentées n'existent plus aujourd'hui. L'histoire raconte que Belin était un cartographe très réputé. Il a joué un rôle crucial dans la perception qu'avaient les gens de cette région. Sa réputation était en jeu. Alors pourquoi aurait-il inventé toutes ces îles sans raison? Ce n'est qu'en 1832 qu'elles ont été retirées. Cela devrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais il existe un phénomène appelé le triangle des Bermudes du lac Michigan, où de nombreuses personnes sont portées disparues et qui se produit depuis une centaine d'années. En 1891, une goélette appelée Thomas Hume, partie chercher du bois sur le lac, a disparu du jour au lendemain avec son équipage de 7 marins. Tout cela est lié à d'étranges phénomènes météorologiques dans cette région qui semblent avoir une conscience propre. J'ai trouvé intéressant que la science traditionnelle dise qu'une comète a frappé l'Amérique du Nord dans cette région il y a environ 12 000 ans, ce qui est la réponse habituelle à tout ce qu'elle ne peut pas ou ne veut pas expliquer. Il y a aussi un Stonehenge sous le lac Michigan et une représentation d'un mastodonte, ce qui semble attirer l'attention des médias et conforter l'idée que la dernière fois qu'il y a eu de la vie dans cette région, c'était à l'époque lointaine des hommes des cavernes. En fait, il y a de nombreuses villes qui sont sous l'eau, partout aux États-Unis, et il y a ce thème de l'inondation délibérée des villes. Il y a aussi la centrale électrique de Milwaukee. Je ne sais pas si c'est de l'ancien monde ou pas, mais je trouve ça intéressant et j'ai pensé que je devais en parler. Alors, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Le bâtiment semble être une maison de type plantation et ils disent qu'il a été construit dans les années 1900. C'est possible, mais je regardais les vieux dessins et j'ai vu cette arche commune que l'on voit dans les centres d'hébergement et ça m'a rendu curieux de savoir s'il y avait quelque chose d'autre dans cette histoire.
Michigan aussi possède sa ville fantôme sous-marine qui a été inondée. La ville fantôme de Rawsonville qui a été inondée dans les années 1920. On dit qu'il y avait de nombreux moulins, usines, un magasin général, un fabricant de wagons et 3 salons. On dit que dans les années 1880, la ville a commencé à péricliter et les gens sont partis, si bien qu'en 1920, il a fallu ériger le barrage de la rivière Huron qui, une fois érigé, a submergé les structures dans le lac Belleville nouvellement formé. Lorsqu'il s'agit du narratif officiel, il y a généralement au moins une veine de vérité dans les histoires qu'ils mettent en place. Je me souviens, il y a quelque temps, il y avait cette vidéo sur la chaîne Conspiracy RS. Je ne sais pas trop pourquoi elle n'y est plus, mais il y avait cette très bonne vidéo sur les Carolina Bays. Il expliquait comment, dans les années 1930, on avait commencé à prendre des photos aériennes et remarquer ces dépressions elliptiques un peu partout. Et la plus forte concentration se trouvait dans les États de Caroline du Nord, du Sud et en Géorgie. Et il est intéressant de noter que chacune de ces baies a une orientation spécifique. Au Nebraska, on trouve des formations similaires, mais on ne les appelle pas des baies, mais des bassins d'eau de pluie. Si nous examinons la corrélation entre les baies du Nebraska, les baies de Caroline et l'impact de Saginaw, nous constatons que toutes ces orientations sont dirigées dans une direction spécifique et qu'elles sont toutes liées à une région, celle des Grands Lacs. C'est à ce moment-là qu'intervient l'hypothèse de l'impact de la glace sur les glaciers ou l'explication mainstream du Dryas récent. Il existe même des études scientifiques populaires qui supposent qu'une météorite a frappé cette région. Nous nous interrogeons simplement sur la date de cet impact. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment ont-ils pu se tromper, ou encore pourquoi voudraient-ils repousser la date pour dissimuler cette erreur. En 1852, l'école obligatoire est devenue la norme pour les Américains et à la même époque, les enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et placés dans des pensionnats dans tout le pays. Tout cela dans le but de rééduquer les enfants. C'est à la même époque que les trains d'orphelins ont vu le jour. Il n'est donc pas exagéré d'envisager l'idée d'une catastrophe de grande ampleur créant un surplus d'enfants déplacés et même d'enfants amenés d'autres pays. Cela signifierait que les personnes qui les ont trouvés seraient chargées de leur éducation. Certains enfants ont certainement été recueillis par des organisations religieuses afin de constituer une communauté pour l'Église. Il semble donc que les seules options pour ces orphelins étaient donc soit l'Église, soit l'école. Mais que ce soit l'Église ou l'école, les deux ressemblaient probablement ou étaient exactement la même chose que n'importe quel autre asile. Cela signifierait que tout ce qu'ils savent est ce qu'ils ont été programmés pour savoir. À moins que certains enfants aient des souvenirs de leur famille et de leur culture. Je pense que l'intention de ces autorités d'asile, banquiers, philanthropes et autres, était d'arracher une génération entière à sa famille et à son histoire, et de la déplacer dans un pays inconnu pour qu'elle ait besoin de l'aide des généreux philanthropes. Je suis sûre que nous avons tous déjà vu ce type de comportement. Il n'est pas difficile de croire que ces enfants ont reçu des lectures destinées à modeler leur perception de la réalité et du monde dans lequel nous vivons, en faisant d'eux des travailleurs malléables et sans cervelle qu'une classe supérieure insensible peut ouvertement exploiter. Ces personnages historiques pourraient être réels, je suis sûre que certains d'entre eux l'étaient, mais il est tout aussi probable que certains aient été des têtes parlantes mises en place pour propager des idées et des croyances spécifiques. N'est-ce pas le cas à notre époque? Les célébrités d'aujourd'hui ne sont pas si différentes. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, plusieurs observations de phénomènes célestes ont été faites qui ne correspondent pas du tout à l'idée que nous nous en faisons aujourd'hui. Mais beaucoup de ces observations, telles que les comètes, sont montrées dans de nombreux manuscrits et gravures anciens. Plus précisément, cet événement appelé comète tardive ou étoile flamboyante est apparu en Nouvelle-Angleterre en décembre 1664. Il semble qu'il n'y ait rien sur ce sujet sur Wikipédia ou tout autre site historique. Nous devons regarder les vieux livres sur les comètes si nous voulons connaître certaines de ces observations. Un livre de Samuel Danforth donne les détails de l'événement impliquant le Blazing Star de 1664. Son livre fut l'un des premiers ouvrages sur l'astronomie en Amérique. Selon lui, c'est littéralement la première chose qu'il dit dans le livre. Citation. Cette comète n'est pas un météore sublunaire ou une exhalaison sulfureuse, mais un luminaire céleste qui se déplace dans les cieux étoilés. Fin de citation. Il parle de cette vapeur sulfureuse qui a été observée dans d'autres événements ou de ce qu'il appelle des météores ardents. Alors, de quoi il parle exactement? Je ne serais pas surpris que ce soit la raison pour laquelle il n'en parle pas. Et d'ailleurs, si vous cherchez Blazing Star New England, une espèce de fleur apparaît. Il y a tellement de choses à dire, mais il précise qu'il ne s'agissait pas d'une comète enflammée, mais de quelque chose de différent.
Cette étoile flamboyante de 1664 n'était pas une comète normale, mais une sorte de luminaire céleste qui a flotté pendant 3 mois et qui était visible dans tous les pays et toutes les nations. Elle a été vue depuis la Virginie, la Jamaïque, Sainte-Marthe, Carthagène et la Barbade. Et il ne fait aucun doute qu'elle était visible dans le monde entier. Ce qui est encore plus fou, c'est que celui qui a écrit ce livre l'a manifestement examiné du point de vue d'un globe héliocentrique et il a écrit une note où il dit, citation, la région la plus élevée de l'air n'est pas considérée comme étant à plus de 50 miles anglais de la Terre. Et si cette comète n'avait pas été aussi haut, il aurait été impossible que d'autres pays et nations aussi éloignés aient pu la voir. Fin de citation. Quelle observation intéressante. Oui, vous avez raison, ce serait impossible sur un globe. Pourtant, une sorte d'événement lumineux s'est produit au-dessus de l'Amérique dans les années 1600 et le monde entier en a été témoin. Il dit, citation, que cette comète ait été créée au commencement du monde avec les autres étoiles, qu'elle ait été cachée dans les hauteurs et les profondeurs des cieux et qu'à un moment donné, en descendant vers la Terre, elle soit devenue visible et se soit signalée au monde. Fin de citation. Je veux dire, c'est une idée assez folle, mais qu'est-ce que cela implique ? Il dit clairement que ce corps n'était pas opaque, mais transparent, car le soleil le traverse. Ensuite, il commence à présenter les dates et les constellations qui étaient visibles lors de ces événements. Il n'écrit pas une fiction imaginaire. Il semble plutôt que les gens avaient des idées différentes de ce qui se passait réellement, et cela était dû au fait qu'ils avaient réellement vécu des événements similaires à celui qui a maintenant été supprimé de l'histoire générale. La raison en est que cela ne correspond pas à leur récit. Ce livre parle clairement de ce qu'on appelle les cordes erratiques, où ces comètes font des mouvements et des danses étranges dans le ciel, ce qui ne devrait pas être possible si nous sommes en orbite autour du Soleil à 108 000 km/h. Et on ne devrait pas être capable de voir le même événement tout autour du globe. Ces étoiles sont également appelées étoiles errantes. Citation. La vraie couleur et la splendeur de la comète étaient toujours les mêmes, mais sa couleur apparente était diverse et variée. Au début, sa couleur était pâle et obscure. Par la suite, elle devint brillante et radieuse, puis elle devint très obscure et faible, comme une étoile nuageuse. Aux Antilles, elle apparaissait ardente, rouge et redoutable. Il poursuit en disant « Les Saintes Écritures sont le canon authentique et infaillible de la vérité, nous enseignent à considérer les comètes comme des signes annonciateurs de changements importants et notables. » Alors oui, ce type était religieux, mais il n'a pas tort. Tout au long de l'histoire, les comètes ont été associées à des légendes, des mythes, des changements ou même des remises à zéro, si l'on peut dire. Il existe également un autre livre de Thomas Jones qui traite exactement de la même chose, en établissant un lien entre les comètes et le surnaturel, une fois de plus. Il existe en effet de nombreux livres sur le sujet des comètes surnaturelles datant des XVIIe et XVIIIe siècles. J'ai remarqué qu'un grand nombre de bibliothèques contenant ces vieux livres contiennent également des emblèmes avec des symboles francs-maçons. Par ailleurs, les tremblements de terre de New Madrid ont été précédés par l'arrivée d'une comète appelée comète de Tecumseh. Également connue sous le nom de Grande Comète de 1811, elle a duré 261 jours entre 1811 et 1812. Les Européens l'appelaient la comète de Napoléon. Selon l'histoire, Tecumseh était un mystique Shawnee et chef militaire dont on se souvient comme d'un grand héros. On dit que son nom signifie « étoile filante » ou « celui qui traverse le ciel ». On note également que son frère était un chef religieux connu sous le nom de prophète qui a prédit une éclipse solaire majeure en 1806 et a été mis au défi par William Henry Harrison de produire un autre miracle. L'éclipse solaire du 17 septembre 1811 s'est produite peu de temps après. Et puis, c'est bizarre, mais il y a beaucoup de références à cet événement dans la culture populaire. J'ai même trouvé une comédie musicale à Broadway intitulée « Natasha, Pierre et la grande comète de 1812 ». Et c'est en fait basé sur Guerre épée de Léon Tolstoï où Pierre donne une description de l'événement. Regardez maintenant la couverture de cette pièce. Pensez-vous qu'ils savent quelque chose? Pourquoi ont-ils choisi le symbole du double phénix représentant la royauté phénicienne? Voici un paragraphe du livre original. Citation. Il faisait clair et glacial. Au-dessus des rues sales et mal éclairées, au-dessus des toits noirs, s'étendait le ciel étoilé. Ce n'est qu'en regardant le ciel que Pierre ne cessa de sentir combien toutes les choses terrestres étaient sordides et humiliantes comparées aux hauteurs auxquelles son âme venait d'être élevée. À l'entrée de la place Arbat, une immense étendue de ciel sombre et étoilé s'offrait à ses yeux.
Presque au centre, au-dessus du boulevard Prchistenka, entouré et parsemé d'étoiles de tous côtés, mais se distinguant de toutes par sa proximité de la Terre, sa lumière blanche et sa longue queue dressée, brillait l'énorme et brillante comète de 1812, dont on disait qu'elle présageait toutes sortes de malheurs et la fin du monde. Mais cette comète, à la longue queue lumineuse, ne suscite chez Pierre aucun sentiment de peur. Au contraire, il contemplait avec joie, les yeux humides de larmes, cette comète lumineuse qui, après avoir parcouru son orbite avec une vitesse inconcevable à travers un espace incommensurable, semblait soudain, comme une flèche transperçant la Terre, rester fixée à un endroit choisi, tenant vigoureusement sa queue dressée, brillant et déployant sa lumière blanche au milieu d'innombrables autres étoiles scintillantes. Il semble à Pierre que cette comète répondait pleinement à ce qui se passait dans sa propre âme adoucie et élevée, qui s'épanouissait maintenant dans une nouvelle vie. Le livre continue à décrire les vastes changements qui se produisent dans le monde après l'apparition de cette magnifique comète. À mon avis, il s'agit d'une sorte de propagande post-réinitialisation. Tolstoï était l'un des écrivains les plus célèbres de tous les temps. Y a-t-il eu un événement quelconque qui s'est produit entre les années 1600 et 1812 et qui a radicalement façonné et transformé le paysage de l'Amérique du Nord et qui a été systématiquement supprimé ou oublié après la réinitialisation? Essayons d'imaginer que ça s'est réellement produit. Que se passe-t-il si nous commençons à nous interroger sur les nombreuses formations rocheuses dans le Michigan comme le Castle Rock, le Turnip Rock ou ces arches? On se demande si elles sont vraiment naturelles. Il pourrait s'agir de structures de l'Ancien Monde qui ont été pétrifiées par cet événement. Ces formations me rappellent certaines des choses que l'on peut voir en Irlande. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Comment pensez-vous que ces lacs sont apparus? Il y a certainement beaucoup plus à couvrir dans le seul Michigan. Le monde est vraiment un endroit mystérieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à aimer la vidéo et à la partager au plus grand nombre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et venez nous rejoindre sur le Discord. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Il y a un chat en français, mais aussi en anglais, en allemand et en espagnol. Si vous avez des documents à nous partager, c'est le meilleur moyen pour le faire. C'est aussi une excellente manière de faire de nouvelles connaissances et d'échanger avec des gens qui se posent à peu près les mêmes questions. En attendant, tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?